Bon, bonjour Fabien Barrios, merci pour nous recevoir. Merci à vous. En 2010, tu as décidé de fermer ton entreprise. Tu vas nous expliquer pourquoi. Et partir à faire le tour du monde en moto pendant 2 ans. C'est bien ça? Ouais. D'accord. J'imagine que on dit que la partie plus difficile dans ce type de voyage, c'est prendre la décision en fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais une vie que tout le monde pensait qui était idéale. J'avais de l'argent, j'habitais tout seul à Madrid, j'avais un bon boulot que j'avais maîtrisé avec le temps, mais je sentais que ma vie était en train d'être vue par quelqu'un d'autre, qui avait d'autres nécessités, d'autres intérêts, d'autres goûts, d'autres responsabilités qui n'étaient pas miennes. Et donc, un jour, j'ai décidé que je devais changer ma vie, qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut la vivre avec intensité. Alors, je me souviens parfaitement du moment où j'étais en train de travailler pour un client, c'était samedi soir, c'était chaud, et un ordinateur venait de Trempan, quoi. Alors, je suis allé à 8 km d'ici, à peu près. Et j'étais en 4 pieds, au-dessous d'une table, en train de brancher le câble. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là? Dans quel moment tu as décidé d'être ici, dessous de cette table, en train de faire ça? Et c'est pour ça que je suis retourné à la maison. J'avais un chien, je baladais les chiens, je suis retourné, j'ai regardé les toits dans mon sofa et je me suis dit, il faut que tu prennes une date précise. Et après ça, ta vie va changer. Et c'est ça, je décidais une date, je communiquais la date d'abord à ma famille qui n'a pas compris du tout qu'est-ce que je voulais faire. Tu es fou, tu as un boulot, pourquoi est-ce que tu fais ça, blablabla. Mais à la fin, je pense qu'ils ont compris avec les temps. Je travaille et je voyage depuis 4 ans maintenant. J'ai fait les tours du monde, je fais les tours des États-Unis. Je viens de faire un autre travail en allant au Népal, un retour en moto. Et maintenant, ils commencent à comprendre que peut-être c'était pas si mal d'avoir changé. Ma personnalité, bien sûr, a changé, mais je suis plus doux avec ma mère. Je suis plus heureux, je souris beaucoup plus. Alors, je pense qu'ils ont compris que le change, c'était pour bien. Oui, et tu savais déjà que ton voyage, il allait te prendre 200? Tu l'as organisé pour 200? Oui, j'ai organisé les voyages pour être tout le temps en été. Alors, les mois de novembre, décembre, janvier, février, je serai au sud pour être en été là. Et les mois de mai, juin, juillet, août et tout ça, je serai à l'hémisphère nord. Donc, je suis voyagé pendant 2 ans, mais c'était vraiment 4 étés. Ouais. D'accord, et tu savais, en fait, pendant 200, tu allais rester toute seule, toi, ta moto, et avec les rencontres éventuelles que tu pourrais faire dans la route. Ouais. La solitude, c'est pas une chose qui m'a jamais donné peur. Je me souviens que j'étais gosse et je jouais tous les temps tout seul. Alors ça, c'est un jeu aussi, le voyage. Et donc, j'avais pas peur d'être tout seul. C'est vrai que de temps en temps, la solitude est lourde. Je me souviens à Sydney. Je pense que c'est le seul moment dans toute ma vie que j'ai senti la solitude. Et je pense maintenant, après avoir... Et pourquoi en fait? Mais je pense que je venais du sud-est asiatique. Tu es là, la vedette, le star. Tout le monde s'approche pour parler avec toi. Tu es exotique. Ils sont très chaleureux aussi, comme des exactement. Et j'arrivais à Sydney, personne ne me regardait. J'étais qu'un numéro qui marchait dans la rue. Et c'est peut-être pour ça les contrastes énormes. Mais après ça, tous les temps dans les voyages, tu trouves des gens pour y parler. Parce que quand tu as une moto, quand tu voyages tout seul en moto, c'est vrai que les gens s'approchent beaucoup plus. Si tu voyages dans une voiture, tu es quelqu'un d'autre. Mais ces grandes motos qui sont très exotiques dans des pays où les motos n'ont que 150 cm3, et après tu es habillé comme un astronaute, les enfants s'approchent à toi pour rigoler, pour bavarder, les gens
il y a toujours quelqu'un qui aime les motos et qui s'approche pour te raconter qui il était quand il était jeune, il a fait un voyage et blablabla. Donc tu es toujours autour des gens. Et aussi, il y a des petits hôtels partout dans le monde, il faut les trouver, mais ils sont partout dans le monde, où les voyageurs de long parcours y arrivent pour rester 2-3 jours et s'amuser avec les Wi-Fi et manger pasta. Donc là, il y a toujours des gens pour y parler. C'est très intéressant dans cet hôtel parce que normalement, il y a des constants monologues. Tu as soit 2-3 personnes qui ont fait ou qui sont en train de faire un grand voyage, Oui. et ils font un énorme monologue en racontant son voyage et en traitant de convaincre l'autre que son voyage c'est le plus formidable du monde. Oui. Donc tu n'es pas seul tout le temps. Et au niveau de l'organisation, parce que il faut organiser 200 de route, Ouais. tu as organisé le voyage entier, tu as organisé 6 mois, et au fur et à mesure que tu avançais, tu modifies les plans. Est-ce que tu as laissé une place à l'improvisation assez importante ou bon... Je dis toujours que faire ce voyage, c'était la plus simple chose que j'ai fait dans ma vie. Ah bon. Puisque vraiment, il faut que faire 200 km par jour, Ouais. et je pense que tout le monde peut le faire, 200 km dans n'importe quel véhicule, et à la fin, tu vas y arriver. Donc j'étais dans une cité, je regardais à peu près où je devais être et laquelle était l'autre cité que je devais y arriver. Et il faut qu'organiser un jour sur l'autre. Ouais, au fur et à mesure, c'est-à-dire que voilà. Ouais, voilà. Je savais bien sûr le pays que j'allais visiter Oui. à peu près, et je savais la route que j'allais suivre, mais vraiment, quand tu commences à faire les voyages, la route se fait toute seule. Il faut que tu arrives à la prochaine étape, et voilà, c'est fini. Et comment tu as fait le choix de la moto? Parce que FEFA, si je me rappelle bien, c'est une Transal 650, une Honda. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, il y a un choix énorme de motos, avec énormément de technologies électroniques. Je pense que tu as dû faire des compromis, soit le poids, le prix. Bon, j'avais l'idée que la moto allait être en panne partout. Donc j'ai trouvé un modèle qui pouvait être... Partout, ça ne veut pas dire constamment. Sinon, qu'elle pouvait tomber en panne Voilà. au milieu du désert. Voilà, ça pourrait être le Mozambique, la Malaisie, je ne sais pas. Ouais. Donc j'ai trouvé un modèle qui pouvait être aménagé avec une pomme de terre et une ficelle. Et je voulais une moto avec pas d'électronique du tout. Mhm. Et ça me fait décider par le modèle l'Africa Twin. Oui. Je cherchais des Africa Twin partout, mais j'ai trouvé que des modèles qui étaient 50 000, 100 000 km. Et je voulais quelque chose avec beaucoup moins. Alors, je regardais mon deuxième choix, la Transal. Ouais. Elle avait on disait partout que c'était un modèle qui n'a jamais été en panne, c'était parfait pour faire un voyage comme ça. À la fin, elle était en panne de Pérou jusqu'au retour chez moi. Je me souviens quand j'arrivais à Madrid avec 8 ans. Attends, excuse-moi, de Pérou jusqu'à... C'est-à-dire que tu as fait toute la moitié de l'Amérique du Sud. Voilà, et toute l'Afrique. Et toute l'Afrique. En panne. Voilà. En nettoyant Les bougies. Le bougie, voilà. Ouais. En nettoyant les bougies, on savait qu'est-ce qu'il s'est passé, on ne savait pas. Elle a été dans des mécaniques à l'Amérique centrale, Afrique du Sud. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe avec la moto. Les carburateurs, toujours il me disait, j'ai nettoyé les carburateurs. Et je le disais tout le temps, mais merde, tout le monde a nettoyé les carburateurs. Arrête de nettoyer les... Mais non, c'est parfait. Là, maintenant, les carburateurs, on peut cuisiner dans les carburateurs. Bon, mais j'arrivais à Madrid avec 80 motos derrière moi. Et je me souviens que la moto s'est arrêtée. S'est arrêtée dans l'autoroute. Ouais. Alors tout le monde s'est arrêté, les photos dans les Twitter, dans le Facebook, mais regarde, c'est con qui vient de faire le tour du monde et la moto est en train de mourir à 200 km de Madrid. Ouais. Alors je dis, ouais, c'est pas le problème, j'ai fait ça dès que j'étais un peu en Pérou. Je tirais l'essence, comment on l'appelle Oui, là tu m'as eu. Voilà. Ouais.
El tanque. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? El tanque de nafta. Là, Oui. le réservoir. Voilà, les réservoirs, voilà. Voilà. J'ai nettoyé et on continue les dernières de 100 km. Et c'est pour ça que je ne marche pas avec ma moto maintenant. La FEFA est mort officiellement. Et... Ah, elle est morte officiellement? Ouais. Oui, bah, je sais qu'il y a deux de tes motos à Barcelone en Voilà, exposition. à Toledo. À Toledo. Ah, je pensais qu'elle roulait quand même. Ah. Mais j'ai la roule plus parce qu'on a une chose ici, c'est la ITV, c'est Oui. l'inspection technique de véhicules. Alors imaginez que j'arrive avec une moto qui a des peintures de Pakistan, Ouais. de Panama, qui a de masque africaine, qui est modifiée partout avec le réservoir, il est différent, blablabla. Et j'essaye de passer l'inspection technique de véhicules, c'est ridicule. Donc j'ai décidé là, Ouais. de rester là et voilà, c'est un trophée quoi, Ouais. un souvenir. Ce que je vais te demander. Bon, tu as fait combien de kilomètres en total en fait? 120 000. 120 000. Mhm. Et FEFA, ta moto, il avait combien de kilomètres au départ? Je pense qu'il avait 25 000. Ah, d'accord. Donc tu as rentré avec une moto avec 145 000 kilomètres. Voilà. D'accord. Et beaucoup de gens me disent, mais une moto comme ça, elle peut faire 300 000 sans problème. Oui, 300 000 sans problème, ici à l'Europe, avec l'huile européenne, les pièces européennes, l'essence européenne, les routes européennes. Claro. Mais dans ta moto, une huile de Mozambique ou une essence qui était donnée par les Chinois au peuple pakistanais, gratuit. Donc tu verras qu'est-ce qui se passe avec ta moto. Mais j'imagine que tu es un expert en mécanique aussi. Non, pas du tout, je ne savais rien. Je sais absolument rien de mécanique. Mais il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui aménage la moto. Même quand je suis au milieu du désert, il y arrive quelqu'un qui sait faire. Et ça, c'est une chose que j'ai vécue partout dans mon voyage. Toujours, il y a quelqu'un qui va t'aider, qui va résoudre ton problème. Je, Ouais. je lis dans ton bouquin qu'avant le départ, tu avais mis une annonce dans le journal Voilà. Ouais. pour... C'était un mec. J'ai mis une annonce en demandant quelqu'un qui m'aidait à comprendre un peu la mécanique, changer l'huile, et qu'est-ce que j'ai fait si la moto s'arrête au milieu du désert. Donc, quelqu'un a appelé, il sonnait comme s'il était complètement fou. Je suis arrivé chez lui, on a fait des leçons et tout ça, mais à la fin, je savais presque rien de mécanique, parce que la mécanique, c'est surtout la pratique. Exactement. Voilà, c'est essayer une autre fois, et j'avais pas le temps et la patience. Et ça me plaît pas, quoi. Bon, tout le monde ne peut pas être bon à la mécanique ou aimer la mécanique. Donc, je suis sorti. J'ai fait les révisions à peu près, la première en Russie, la deuxième à Bangkok et tout ça. Mais je ne savais rien de mécanique. Et normalement, tous les problèmes, absolument tous les problèmes que tu trouves, si tu t'arrêtes tout près de la moto, sans rien faire, normalement, il y a une solution qui arrive, magiquement. Je ne sais pas pourquoi, le monde est comme ça. Excuse-moi, je rigole, c'est très bien. D'accord. Et au niveau des sécurités, est-ce que tu as pris des mesures J'avais un spray de pimente, quoi. Ouais. Ça n'a rien fait. J'avais 30 $, un billet d'1 $, pour les jeter à l'air s'il y avait un problème. Parce que normalement, s'il y a 4 ou 5 mecs, tu jettes l'argent et tu cours, et ils vont après l'argent. Et j'ai rien eu besoin, quoi. Le monde est beaucoup plus pacifique et tranquille qu'on pense. Toujours, dans tous les pays, tout le monde me disait, ne faut surtout pas que tu traverses par là, les gens vont te tuer, Mais j'ai trouvé que le monde est un lieu agréable, pacifique, où les gens veulent simplement prospérer un tout petit peu chaque jour, en essayant de faire le moindre possible mal aux voisins. C'est tout. Moi aussi, en fur et à mesure que je lisais ton bouquin, j'avais l'impression que le choix de la moto aussi, il peut aider au pas l'approche des gens. C'est-à-dire que si on roule avec une X-Trail, méga trail moto à, je ne sais pas, 20 000 €, ou une moto plus accessible, peut-être les gens s'approchent plus ou non. Je ne sais pas si non. Non. Le dernier voyage que j'ai fait, Proyecto Solar, c'était un voyage au Népal et à l'Inde pour photographier et connaître et investiguer
le drame des enfants qui ont été achetés à leur famille au pied de l'Himalaya et amenés au cirque de l'Inde. Sur les cirques de l'Inde, c'est des enfants esclaves. Voilà, esclaves. Et j'étais avec une Triumph Tiger Explorer énorme, 1200. Voilà, c'était un bateau quoi. Oui. Et les gens s'approchaient. C'était une moto bleue, très voyante. Voilà. C'était très attirant comme moto. Bon. J'imagine qu'en rouler avec ça en Inde. Oui, je ne pouvais pas arrêter. Absolument pas. Tout le monde s'approchait. Et à l'Inde, il y a une superpopulation extraordinaire, donc il y a des gens partout. Et si j'arrêtais la moto, immédiatement, j'avais 100-120 personnes qui me regardaient. Voilà. 100-120 personnes? Oui, c'est un problème. Ouais. Il y a des vidéos dans la web, tu peux voir, il y a des tas de gens, énormément. En fait, tous les bouchons en Inde sont à cause de toi. Mais non, tu te dis ça, je me souviens, je suis arrêté dans un petit village pour amener de l'argent du banque. Et il a commencé à arriver des gens, j'avais un problème avec les banques, j'ai envoyé un email et j'ai décidé d'attendre. Comme je t'ai dit, tous les problèmes ont une solution si tu attends. Donc je me suis assis tout près de la moto, il a commencé à arriver des gens. Et la police est arrivée, elle a dit « Est-ce que vous pouvez bouger la moto parce qu'il y a une queue de 5 km ?» Ah mais bravo. Et j'étais assis là, je me suis dit « Non, la moto est parfaite. La moto est très bien là. Ce sont les gens qui sont en train de faire le bouchon, alors vous bougez les gens. » Mais bon, c'est comme ça. Bon, question que j'ai obligé de te poser. Il y a plusieurs questions, mais quel pays tu as préféré? Ça me plaît beaucoup la Thaïlande parce qu'il y a une relation entre culture, joie de vivre, gastronomie, histoire, paysage, c'est absolument ravissant, extraordinaire. À l'Amérique du Sud, je prendrai le Pérou. Je pense que les mêmes raisons, vraiment. Surtout la gastronomie, c'est extraordinaire, vraiment. Ce qu'ils font avec les matériaux en Pérou, gastronomiquement parlant, c'est extraordinaire. C'est le meilleur ceviche. Voilà. Oui. Et en Afrique, je pense que je choisirais la Tanzanie et surtout Zanzibar, qui est un paradis, vraiment, dans la terre. Et au niveau des routes, parce que tu as fait, j'imagine, énormément les grands classiques. Voilà, j'ai fait des grands classiques, mais j'ai trouvé que les grands classiques ne sont pas si extraordinaires. Par exemple, la route 66 aux États-Unis, c'est une merde, entre toi et moi. Ah, Il oui. n'y a rien à voir. Entre nous. Hein. Voilà, c'est un grand dessert, il n'y a rien. De petits magasins qui sont en train de mourir à pied de la route, qui vendent les caches-sommeil indiens ou des trucs indiens de poterie. Oui, tous les wig touristiques. Voilà, mais très vieux, en train de mourir lentement à pied de la route. Voilà. Donc, au niveau des routes, je pense que la côte d'Almacie en Europe, c'est extraordinaire. C'est la côte qui est à droite de l'Italie, mais dans l'autre côté, ils ont les Balkans. C'est vraiment formidable comme route. Aujourd'hui, c'est un spot de motards, en fait. C'est vraiment à la mode aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas parce que vraiment, c'est un lieu formidable. Les Karakorum. Les Karakorum, qui est entre la Chine et le Pakistan. C'est toi qui connais ça, hein, parce que nous... Non, le Karakorum, il y a deux grands massifs montagneux à l'Asie centrale, les Himalayas et les Karakorum. Voilà. Donc, le Karakorum Highway, ça fait entre la Chine et le Pakistan. C'est une route très importante. Normalement, très détruite, difficile, émotionnellement très difficile aussi. Pourquoi? Faut pas que parce que tu traverses de lieux qui sont vraiment isolés du monde et où les gens ont une bataille quotidienne contre l'adversité qui est vraiment extraordinaire. Et il ne faut pas que tu vas là si tu n'aimes pas les falaises.
les auteurs. Moi, j'ai un problème avec ça et c'était difficile pour moi, toi aussi. Le désert d'Atacama, c'est une route très belle aussi. Le désert d'Atacama, c'est au sud de Pérou, au nord de Chili. Et c'est un lieu où il ne pleut pas qu'une fois chaque 3 ans. Donc c'est assez sec. Et les paysages sont ravissants, sont extraordinaires, sont lunaires. Bon, je ne sais pas, la route centrale de Centre-Amérique, c'est difficile aussi. Les routes ne sont pas si bien. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de transit, mais c'est marrant aussi. Bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de routes dans le monde que j'aimerais refaire. Vraiment. Et au niveau des logements, tu as donné priorité au camping, tu as donné priorité au petit hôtel. J'ai campé qu'une fois, je pense. Tu as campé une seule fois? Une seule fois. Il y a des petits hôtels ou des pensions familiers partout dans le monde. Partout. Et des problèmes pour dormir, j'ai eu une fois, vraiment, que j'ai pas bien calculé la distance à Kazakhstan. Et les distances à Kazakhstan sont beaucoup plus grandes que dans une autre côté du monde. Donc tu peux vraiment être 700 km sans un hôtel. Ah. Mais je suis arrivé à la capitale à 4 h du matin, c'est tout. Mais normalement, j'ai trouvé un lieu pour dormir partout. Normalement, une pension, un hôtel ou un hostel familier, pas trop cher, mais c'est vrai que c'est une chose que j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que le reste des gens, parce que j'ai trouvé que si tu voyages comme ça, tu es fatigué, il faut que tu te reposes, il faut avoir de la privacité, il faut avoir une salle de bain. Donc je voulais un peu avoir des commodités un peu plus qu'une personne normale. Mais c'est pas un grand hôtel, ce sont des pensions familiers à 15 € la nuit, quoi. Dans le sud-est asiatique, 5 € la nuit. Donc voilà. Et au niveau du budget, comment tu te... Plus ou moins, tu as... Moi j'ai calculé 100 $ par jour pour faire le tour du monde. Mais la façon de le calculer, c'était 100 $. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était plutôt 80. Les 80 $ par jour, comprises la réparation de la moto, l'essence, manger, dormir et porter la moto d'un continent à l'autre. Donc tout ça, ça fait à peu près 80 $. Donc il faut dire que si tu dors à l'extérieur, si tu dors avec 50 personnes dans une chambre et tout ça, ça peut réduire un peu à peut-être 50. Mais normalement, ça serait entre 50 et 80 $ pour faire le tour du monde dans tous les pays. L'Europe, l'Amérique, voilà. D'accord. Le plus cher, l'Afrique. C'est bizarre, parce qu'on pense, bon, ce sont des pays pauvres, mais non, mais dans l'Afrique, si tu veux une chambre à peu près raisonnable, avec une salle de bain qui ne sort pas de souris, il faut dépenser 80 $ à peu près. La nuit, actuellement, tu prépares un livre. Je prépare 2 livres parallèles. Oui. L'un, c'est des routes du monde avec beaucoup de photos, c'est un bouquin très grand. Les typiques que tu laisses dans la table du café pour que les visites puissent lire un peu, tandis que tu fais les cafés. Donc, un livre assez marrant avec beaucoup de cartes et tout. Et l'autre, c'est un roman d'après mes expériences dans le cirque qui parle d'un enfant, Soulage, c'est pour ça le nom du projet Soulage, qui est acheté par un cirque et qui vit le drame d'être un esclave dans un cercle. Je remercie beaucoup à motonet.com l'opportunité de m'adresser au public de la France. C'est un pays que j'adore. Quand je retournais du projet Soulage, je suis arrêté dans des tas de lieux en France parce que je venais de la Belgique. Donc j'ai fait un tour très agréable en France en dormant dans les Formule 1. Et j'ai mangé dans les supermarchés. Donc imaginez à peu près comme je me bouge dans le monde. Et bon, c'est un pays que j'adore parce que ma mère est prof de français et j'ai travaillé en France dans un château,
le château de Noirmoutier comme guide d'anglais quand j'étais 18 ans. Donc, merci beaucoup. Donc il faut aller visiter le château. Voilà. Ouais, on va y aller. Voilà. Bon, merci beaucoup Fabian et ben, on restez connectés pour avoir toutes les nouvelles. Merci à toi. Merci.